Bonjour et bienvenue, c'est le Panama qu'on va couvrir aujourd'hui. Alors, le Panama, c'est d'abord toute une histoire géologique et puis une histoire de conquête. Cet isthme que vous voyez, ça c'est le Panama qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a quelques millions d'années, tout ça était sous mer. Oui, oui, sous mer, on pouvait passer en bateau, on pouvait passer. Il y avait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et il n'y avait rien entre. Et en fait, cet isthme, qui a la forme d'un verre, vous voyez, tout était sous mer et puis avec des modifications géologiques au fil du temps, mais quand je dis au fil du temps, c'est 3 millions d'années, 15 millions d'années, donc c'est une période entre 3 millions et 15 millions d'années, d'après les historiens, donc que s'est formée cette modification géologique et qui a petit à petit poussé les plaques, enfin des petits morceaux de tout ce qui était sous la mer à la surface de l'eau. Et donc c'était des petits îlots par-ci, des petits îlots par-là, et puis alors des sédiments de l'Amérique du Nord, des sédiments de l'Amérique du Sud, qui ont commencé petit à petit à se toucher, puis à se solidifier, et à faire finalement cet isthme de Panama que l'on connaît, et qui relie le Costa Rica, donc l'Amérique centrale, à la Colombie, Amérique du Sud. Alors, ça a pris quand même des millions d'années. Ok, on a cet isthme qui a apparu sous les mers, mais maintenant, à qui est-ce qu'il appartient? Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, figurez-vous que on va commencer par la période de Christophe Colomb. Alors, Christophe Colomb, il arrive dans la région, donc en 1492, et il débarque à ce qu'on connaît aujourd'hui comme Haïti et la République dominicaine. Alors, cette île est coupée en deux. À gauche, Haïti, à droite, République dominicaine. Alors, ça a été français, espagnol, on a appelé ça Santo Domingo, on a appelé ça Saint-Domingue. Il y a eu, encore une fois, un jeu de chaises musicales coloniales dans cette région par les Français et les Espagnols. Mais toujours est-il que quand Christophe Colomb est arrivé, donc c'était sur la terre de Haïti, les locaux, avec la langue taïno, appelaient cette région montagneuse la région des montagnes, qui était dans leur langue Ahati, et ça a donné Haïti. Donc vous voyez un petit peu le changement. Donc Christophe Colomb arrive à cette île qui l'appelle Hispaniola. Pourquoi? Parce que eh bien, il trouve que les paysages sont très ressemblants à l'Espagne et voilà, il l'appelle l'Hispaniola. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que là, à ce moment-là, sur l'Hispaniola, il y avait de l'or, il y avait même beaucoup d'or. Donc bien sûr, on essaie d'explorer un peu plus. Et puis, avec les années, 10 ans plus tard, il arrive sur ce qu'on connaît, hein, le Panama, et il arrive à la région qu'on appelle Verragas. Alors Verragas a la particularité, et c'est la seule du Panama, qui a accès autant sur l'océan Atlantique que sur l'océan Pacifique. Donc, ils essayent bien sûr de s'accaparer cette région-là, et en plus de tout ça, c'est qu'il y avait de l'or. Mais pas seulement de l'or, il y avait plus d'or que sur l'Hispaniola. Il n'y a rien de plus décisif que de trouver de l'or et encore plus que ce qu'on a trouvé sur ce qu'on a visité auparavant. Donc là, il y a 10 ans de différence, hein, il y a 10 ans de décalage. Là, ça se passait en 1492, là, on parle de 1502. Et il n'en faut pas plus pour Christophe Colomb de dire, voilà, je m'accapare les terres et surtout, je m'accapare de tout cet or et je m'en vais le donner à la cour d'Espagne. Bien sûr, les Indiens, les locaux ne se sont pas laissés faire. Ils se sont bien défendus et ils les ont bien éjectés. Qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, c'était le roi Ferdinand II d'Aragon qui était le régent de la Castille. Et toute cette région donc, rencontrée par Christophe Colomb, il y avait de l'or, il y en avait donc à Nicaragua et au Costa Rica, et cette région-là qui inclut Costa Rica, Nicaragua et Panama, a été appelée la Castille d'or. C'est pas beau ça? Le roi d'Aragon, roi de la Castille, eh bien, il a sa Castille d'or, là, en Amérique centrale. Donc voilà, il envoie, puisque Christophe Colomb s'est fait éjecter, littéralement par les Indiens, ben, qu'à cela ne tienne, non, 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 l'or, on se l'accapare, nous. Donc il envoie d'autres conquistadors, et là, celui-là, Diego de Nicueza, c'était pas marrant, il se dit, ah, tu veux pas me donner ton or? Je te coupe la tête. Et il a comme un, voilà, il a massacré tout le monde.
et il s'est accaparé tout l'or, que les Indiens ne vénéraient absolument pas comme une richesse économique, c'était purement spirituel, religieux chez eux. Ça n'avait rien à voir avec la richesse économique. Bien sûr, ils défendaient ça parce que c'était important spirituellement. C'est une force beaucoup plus féroce qu'une arme. Mais malheureusement, les armes ont souvent gain de cause et voilà, ils déciment quand même tout le monde. Ils s'accaparent les trésors, mais il n'y avait pas que les Espagnols. Non, ce serait trop facile. Il y avait aussi les Anglais dans l'histoire. Eux aussi, ils arrivent et ils veulent aussi leur butin. Alors, d'un côté les Espagnols, d'un autre les British, eh bien, il faut trouver un terrain d'entente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un traité pour les Espagnols et les British, pour trouver justement, voilà, un petit point d'intérêt respectueux pour chacun d'eux. Mais quand il y a autant d'or et quand il y a autant de richesses, on s'en fiche. Les Anglais se sont dit, ah, le traité, tu sais ce qu'on fait, le traité? Vollback. On n'a rien à foutre du traité. Il y a trop d'or ici dans l'histoire. Donc, ils ont fait fi du traité qu'ils avaient signé avec les Espagnols et ils ont accaparé tout l'or, ils ont décimé tout le monde. Enfin, je caricature et je résume. Hein. Et voilà, ils s'embarquent avec l'or du Panama, donc de la région de Veraguas, enfin la région qui s'appelle donc la Castille d'or. Donc, on voit que Christophe Colomb, 10 ans auparavant, a trouvé pas mal d'or sur l'île Hispaniola. Et puis, la cour de Castille, donc le roi Ferdinand II d'Aragon, qui envoie et renvoie des colonisateurs espagnols pour lui ramener tout l'or outre-mer. Voilà, il y a les Espagnols, les Anglais. Et puis on arrive à la période colombienne, parce que ce bout de terre, ce isthme de Panama, il en a vu des gens passer, et il en a connu des colonisateurs et des gens qui ont voulu se l'accaparer et y placer son drapeau. Alors on arrive à la période de la Colombie, la Grande Colombie, donc la Colombie actuelle qui inclut le Panama. Donc le Panama n'était toujours pas le Panama qu'on connaît aujourd'hui, indépendant. Donc il fait partie à ce moment-là de la Colombie. Alors ça nous amène, avec toutes ces conquêtes et ces colonisations, ça nous amène, on ne peut pas parler du Panama sans parler du canal de Panama. Eh oui, le canal du Panama, c'est vraiment the projet et the trésor qui appartient au Panama aujourd'hui, mais il n'en a pas été ainsi. Hein. Pendant presque un siècle, il a appartenu, donc ça a été initié par les Français, puis continué par les Américains. Dans la tête de la plupart, quand on parle du canal de Panama, on voit drapeau américain, on voit le statut américain sur cette zone. Et c'est vrai, ça l'a été pendant vraiment plus d'un siècle. Comment ça s'est passé? Eh bien, tout d'abord, il y a deux Français qui ont été vraiment les protagonistes de ce canal du Panama. Et d'ailleurs, ce canal a abouti à l'indépendance du Panama. Alors, comment ça s'est passé? Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps, c'est ce bonhomme-là. Et qu'est-ce qu'il était? C'était un ingénieur très renommé, très successful, comme on dit. D'abord, il avait terminé le canal de Suez, en Égypte, 20 ans auparavant. Donc le gars était auréolé, couronné, tout marchait très bien. C'était une figure fiable. Alors, ce bonhomme, il avait son réseau mafieux, il faut le dire, qu'il avait construit au fil du temps, qui était là pour lui faciliter les choses. Il s'est dit, bon ben voilà, moi j'ai fait le canal de Suez, je voudrais bien faire la même chose ici au Panama. Donc il s'agissait de faire une route de 80 km d'un océan à l'autre à travers le Panama. Mais le problème, c'est que le paysage du Panama n'a rien à voir. C'est un paysage montagneux, marécageux, où si on n'a pas l'expérience, les hommes, l'outillage et le budget, forget it. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Ferdinand de Lesseps? Il a son réseau, il arrive à lever les fonds à la Bourse de Paris, pas de problème, il a son nom, et surtout qu'il amène dans l'histoire le nom de Eiffel, donc celui qui a fait la tour Eiffel. Donc avec ces noms bien solides, eh bien la Bourse de Paris, voilà, elle y croit, elle met les fonds. Ferdinand de Lesseps s'embarque au Panama,
il recrute toutes les personnes désireuses de se crever au travail et de construire. Voilà, de construire, c'est plutôt d'abord de creuser, 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 creuser à travers cette montagne, puisque c'était descendre de 30 mètres. Il s'agissait de descendre, de creuser à partir de 30 mètres, la plupart du temps, pour arriver au niveau de la mer. C'était différent du canal de Suez. Le canal de Suez, c'était plat, la mer était là. Ici, il fallait vraiment un autre design, un autre projet, ce qui n'était pas du tout le cas de Ferdinand Lesseps. Il a entamé les travaux et puis il s'est heurté à une pierre, si on peut dire. C'est que ce n'était absolument pas comme prévu. L'argent diminuait, les gens tombaient comme des mouches, malaria, maladie. Ce n'était vraiment pas approprié au projet. Au bout de 7-8 ans, le projet il meurt parce qu'il n'y a plus les fonds et Ferdinand de Lesseps essaye de renflouer les caisses, mais plus personne n'y croit. Voilà, trop d'argent passé, pourquoi? Il n'y a rien qui a vraiment avancé, on n'y croit plus à ton histoire, on ne te donne plus rien. Donc le gars il se dit non, voilà, j'ai vraiment avancé dans le projet, il faut que ça continue, il faut que je trouve d'autres moyens, donc il essaye de s'adresser au petit épargnant. Mais le problème c'est que le petit épargnant il ne peut pas avoir accès sans qu'il y ait une loi qui l'autorise. Qu'à cela ne tienne, Ferdinand de Lesseps était un gars qui avait tout le monde dans sa poche, il avait toute la corruption dans sa tête et dans ses mains, donc il corrompt les hommes politiques, les journalistes, etc., pour faire passer cette loi. Figurez-vous, elle passe cette loi. Donc Ferdinand de Lesseps peut lever les fonds du petit épargnant, c'est ce qu'il fait avec brio. Il prend donc tout cet argent, ça ne marche pas mieux. Mais il y a un deuxième protagoniste dans l'histoire, aussi un Français. Parce que Ferdinand de Lesseps, quand il a commencé son projet là, au canal du Panama, il avait 80 ans. Donc, après 8 ans de galère, il en avait 88. Il devenait vieux, malade aussi. Et d'ailleurs, il n'était même pas sur place pendant les travaux. Il était en France ou ailleurs. Et les autres travaillaient comme des malades. Mais il y avait ce deuxième protagoniste, le Français, un deuxième Français, qui s'appelle donc Philippe Bunau. Alors Philippe Bunau, lui, il avait 24 ans quand il est embarqué dans le projet du canal. Il est plein de fougue, plein d'ambition. Mais au bout de 8 ans, quand le projet donc, tombe à l'eau parce que plus de moyens, etc., eh bien, le gars, il a quand même mis ses sous aussi. Il veut absolument les récupérer. Donc, il a cette diplomatie, il a ce bagou. Donc, il va chez les Russes pour essayer d'avoir de l'argent, ça ne marche pas. Il se dit, non, je veux absolument récupérer mon argent, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, il s'adresse d'abord aux Panaméens. Les Panaméens voulaient leur révolution pour l'indépendance. Ils ont essayé quelques fois, ça n'a pas marché. La Colombie tient bien cette terre. Ils n'arrivent pas à avoir leur indépendance et il n'en faut pas plus pour faire germer une idée de génie dans la tête de Philippe Bunau. Alors, il parle aux Panaméens, il dit, voilà, vous voulez votre indépendance, faites-moi ambassadeur, je vais vous trouver la solution. Et il savait que les Américains avaient aussi le même projet de canal, mais pas au Panama, mais au Nicaragua. Il va voir les Américains, il les dissuade de ce projet pour leur vendre le projet entamé par les Français, le projet du Panama. Et ça marche. Donc il fait même un traité donc, entre lui, Français, et les Américains. C'était le président Theodore Roosevelt à ce moment-là. Il venait d'être élu, ça faisait peut-être 1 an qu'il était à la Maison-Blanche. Plein d'ambition lui aussi, plein de esprit conquistador dans sa tête. On va conquérir, on va étendre le territoire américain, etc. Donc, ça lui convenait très bien. Il appuie l'idée. Il se dit, ok, il signe le traité, mais ça ne marche pas avec les Colombiens, puisqu'il ne faut pas oublier, ça appartenait encore à la Colombie. C'était la Grande Colombie. Donc, la Colombie dit, pas question. Vous, les Américains, vous ne faites pas votre canal ici chez moi. Et donc le Français il ne se démonte absolument pas, il se dit ok, j'ai une autre solution. Il parle aux Panaméens, il leur dit vous voulez votre indépendance? On va faire votre indépendance. On va se révolter, on va clamer notre indépendance et on a les Américains qui vont nous soutenir.
Et c'est ce qui se passe, effectivement. Les Américains soutiennent la révolution panaméenne parce que leur intérêt, c'était avoir ce canal. Et le traité a été signé sans les Panaméens, c'est juste le Français et les Américains qui ont signé quelque chose de absolument faramineux pour les Américains, puisqu'ils pouvaient disposer de ce canal pour toute la vie, donc indéfiniment. Ça, c'est une chose. Donc, l'économie derrière, je ne vous dis pas. Et deuxièmement, ils avaient non seulement le canal, mais en plus une bande au-delà de chacun de 60 km à chaque fois. Donc, ça en faisait du terrain qui appartenait aux Américains sur le sol panaméen. Et donc, les Panaméens n'avaient rien de tout ça. Sauf que, c'est vrai, avec le support américain, ils ont obtenu leur indépendance. Donc tout le monde y trouve son compte finalement, et tout ça avec quand même le génie de Philippe Bunau qui a orchestré tout ça. Pourquoi ? Parce que lui, il avait intérêt à récupérer son argent. En vendant le projet français aux Américains, eh bien, il récupérait son argent. Les Américains y trouvaient leur intérêt parce que voilà, un tel canal qui va faire passer un tel flot de bateaux par là, mais c'est de l'or en barre. Donc ils ont sauté à pieds joints dans ce projet. Et puis les pauvres Panaméens, ils se contenteront du reste du Panama. Voilà, ils ont leur indépendance, ils doivent être contents. Mais les Panaméens ne s'en sont pas contentés. C'est vrai qu'ils ont fait profil bas pendant des décennies. Et puis 60 ans après, quand même, ils ont commencé à se révolter en disant c'est notre terre, c'est notre économie, nous on veut aussi notre canal qui nous revienne. Nous, on n'a rien signé finalement. On n'a rien signé. C'est ce Français-là qui a tout fait en notre nom. On n'a pratiquement rien à y voir. On l'a nommé ambassadeur du Panama, c'est vrai, mais il a négocié toute l'affaire à sa façon et sans même nous demander notre avis. Donc finalement, Carter, qui était le président à ce moment-là, 60 ans après, en 1978, donc quand les Panaméens ont commencé vraiment à taper sur la table pour récupérer leur canal et leur terre, donc Carter dit « Ok, je vais vous le remettre, je suis d'accord, mais bien sûr il y a des conditions. » Ça ne se fait pas aujourd'hui du jour au lendemain, ils ont mis même 20 ans avant que ça se réalise vraiment. Donc de 78, c'est arrivé à 99. Donc à partir de fin 99, c'est purement panaméen. Donc le Panama a retrouvé son canal. C'est quelque chose d'assez lourd. Et pour la petite histoire quand même, ce n'est pas Ferdinand Lesseps qui a été vraiment le premier à penser à ce genre de projet dans cette région latine. Ça a été qui ? Ça a été Charles Quint. Charles Quint, empereur d'Allemagne. 300 ans avant, donc dans les années 1500 et quelques, il avait déjà envisagé de faire un canal peut-être au Panama ou au Nicaragua, en tout cas cette partie latine qui va relier les deux mers, donc, et laisser passer des bateaux d'un océan à l'autre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ferdinand Lesseps, il a été condamné en France, parce qu'il a quand même entubé pas mal de gens. Il a mis dans la galère tous les épargnants qui ont perdu leur fric, alors que tous les autres qui ont été sur le terrain, les deux protagonistes du projet, ils se sont bien enrichis en 1892. Donc nous, on a connu le scandale du Panama, il n'y a pas si longtemps avec le Panama Papers, mais là, c'était le premier scandale du Panama avec cette corruption vraiment flagrante et bien rodée qu'ont mis en place Ferdinand, surtout Ferdinand de Lesseps, avec tout son réseau politique, journalistique, etc. Il a fait fort. Voilà, donc cette partie histoire, géologie du Panama vient de terminer. Ça a été quand même intéressant de voir tout le parcours de ce beau pays. Je vous présente à présent l'aspect fiscal. Alors, 3 volets dans l'aspect fiscal. Premièrement, le calcul alternatif de l'impôt sur le revenu qu'on appelle le KIR. Cet impôt vise à informer le fisc si vous êtes éligible pour un taux supérieur à 25% ou si vous êtes toujours éligible au taux standard de 25%. Mais ça
s'adresse que au chiffre d'affaires brut qui dépasse 1,5 million de dollars. Ici, on parle toujours de dollars au Panama, hein, c'est les dollars américains qui circulent. Alors, deuxième cas fiscal que je vous présente, c'est le régime de micro-entrepreneurs, puisqu'il existe aussi ce régime au Panama et il vous offre plusieurs tranches d'imposition avec donc divers taux d'imposition qui commencent à 7,5% et qui se terminent à 22,5%. Donc c'est toujours plus intéressant que 25% qui est le taux standard. Je fais aussi un parallèle avec le calcul français, hein, donc le même cas de figure si on était imposé en France avec la même base imposable. Et puis pour terminer, en fait, le troisième cas que je vous présente très brièvement, mais c'est un régime fiscal très méconnu, mais qui existe depuis assez peu en fait au Panama, depuis en fait début 2021, et qui ne s'adresse en fait que aux manufactures, que aux industries, que aux multinationales. Donc il faut être vraiment un groupe, il faut être un multinational et il faut être partie d'une multinationale. Vous ne pouvez pas vous installer et être éligible malheureusement comme ça tout seul pour ce régime-là. Et il vous offre aussi quand même quelques avantages fiscaux qui vont de l'exonération fiscale pendant 5 ans jusqu'à 5% toutes les années supérieures. Je le couvre quand même parce qu'il existe, mais sachez qu'il s'adresse quand même à des multimillions de chiffres d'affaires et d'acquis, etc. Bref, vous allez voir ça dans le détail. Le calcul va vous démontrer qu'au Panama, il y a 2 calculs d'impôt pour les sociétés. Alors, on sait qu'il y a l'impôt standard, donc la flat tax de 25%, qui existe depuis plus de 10 ans, hein, puisque c'est un impôt qui était à 30% jusqu'en 2011, et puis 27,5%, et qui est descendu depuis 10 ans maintenant à 25%. Donc ça reste quand même relativement stable, et c'est ça qui est bien en fait avec le Panama, c'est que c'est un pays relativement stable. Alors, en ce qui concerne notre IS, le standard, c'est du 25%, et puis on a un calcul alternatif de l'impôt, qui s'appelle donc le CAIR, calcul alternatif de l'impôt, qui est obligé dès lors que votre société dépasse un revenu, que votre revenu, chiffre d'affaires brut, dépasse 1,5 million de dollars, eh bien vous êtes obligé de faire un deuxième calcul d'impôt pour définir si ce taux standard va être maintenu pour votre société ou non. Alors, comment se fait ce calcul? J'ai pris 3 hypothèses, on va se limiter donc pour l'instant à la première hypothèse, qui va faire donc une base de chiffre d'affaires de 2 millions. Pourquoi? C'est pour simplement parce que la loi oblige à faire ce calcul si on dépasse 1,5 million. Donc ici, voilà, on va faire 2 millions, comme ça, on dépasse 1,5 million et on est donc dans cette obligation de l'étape numéro 2. Donc ce calcul se fait donc en 3 étapes, hein, ici, 3 étapes, qui va finalement, au bout de la 3e étape, définir le taux effectif du CAIR. Alors, on va voir ça dans le détail. Comment ça se passe? On a notre brut, donc avant les charges, hein, donc on a notre brut, notre chiffre d'affaires de 2 millions. On a nos charges et on a notre bénéfice, donc qui est relativement haut puisque les charges sont très faibles ici. Alors ce bénéfice net va rester de côté pour l'instant et parce qu'on dépasse 1,5 million ici, on est obligé de passer par cette étape-ci qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut appliquer un taux de 4,67%, non pas sur le net, mais sur le brut. Donc, quand on applique ce calcul, on arrive à cette valeur-ci. Ça, c'est une valeur sur laquelle il faudra encore appliquer le taux standard de 25%, et ça nous fait un impôt présumé, donc un IS présumé ici, de 23 350. Alors, ces 23 350 vont être l'objet d'encore un 3e calcul, qui est ici la 3e étape, qui va faire qu'on va voir la relation entre ces 23 350 par rapport au net cette fois-ci. Donc ça, sur base de ça, va nous donner un taux de 1,17%. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du CAIR au taux de 1,17%, c'est le taux classique du CAIR. Voilà, comme ça vous savez ce qu'il y a derrière comme calcul. Donc on prend 4,67% sur le brut et puis la valeur est soumise au taux normal et puis on arrive au taux final qui est le taux effectif du CAIR. Alors là maintenant on démontre que le taux effectif du CAIR est de 1,17%, mais ça ne veut pas dire qu'on va être imposé à
ce taux-là. Malheureusement, ça veut dire simplement que le fisc va pouvoir maintenir le taux standard de 25% parce que notre calcul ici alternatif a démontré qu'on ne dépasse pas ça. Et c'est tout ce que le fisc veut savoir, c'est est-ce qu'il va imposer à 25 ou est-ce qu'il va imposer à plus. Donc ici, on lui a démontré que, ok, 25%, c'est le taux standard, on est bon, on continue avec ça. Alors, notre deuxième hypothèse ici, va prendre 2 millions de chiffre d'affaires pour rester dans le même cas de figure, avec les mêmes valeurs qu'hier, puisqu'on va toujours se baser sur le brut. Donc ici, dans les trois cas, 4,67% sont toujours le même brut. Ici, on aura toujours ces trois mêmes valeurs. Donc ici, dans notre hypothèse 2, on va prendre des frais très élevés. Ces frais très élevés vont nous donner un bénéfice net très bas. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince parce que le fisc panaméen n'aime pas ça. Il n'aime pas que vous ayez un brut autant aussi élevé et que vous arriviez avec un bénéfice si peu élevé. Et c'est pour ça qu'il vous oblige à faire ce calcul alternatif. C'est pour dire, ok, tu as ce bénéfice imposable, mais tu ne vas pas être imposé à du 25%. Moi, je veux voir avec le cas hier s'il n'y a pas un autre taux. Et effectivement, ici, puisqu'on a ces valeurs-ci qui ne changent pas à la première valeur, puisqu'on part du brut, on va voir que cet IS présumé va avoir un autre taux, puisque lui se base sur le bénéfice net. Ici, il se basait sur un énorme bénéfice net, donc il avait une valeur, un taux très bas. Mais maintenant ici, il se base sur un tout petit bénéfice, donc 23 000 sur 50 000, ça fait presque la moitié, ça fait 46,7%. Et donc là, on voit que l'IS de 25%, voilà, ça ne sera pas tout à fait possible pour notre situation, parce que justement ce calcul alternatif de l'impôt montre que le fisc a le droit en fait, et la règle fiscale dit que l'autorité fiscale va vous imposer au plus haut montant selon que c'est basé sur du 25% ou selon que c'est basé sur le taux effectif du cas hier. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que 23 350 qui donne 46%, va être donc un impôt de 23 350 ici, sur base du bénéfice net, alors que s'il était sur du 25%, on aurait payé 12 500 et non pas 23 000. Donc c'est presque la moitié, puisque 46% c'est le double de 25% pratiquement. Donc c'est ça que ça dit par rapport à nos comptes et que ça dit dans notre déclaration fiscale vis-à-vis du fisc. Donc là, si on a recours, on peut avoir recours et dire au fisc, écoutez, moi j'aimerais bien que vous mainteniez le taux de 25%, mais à partir du moment où on fait la déclaration, donc ça c'est les chiffres officiels, donc on est obligé, donc il a le droit de nous imposer ça, mais on a 5 jours, maximum 5 jours à partir de la déclaration fiscale pour lui demander de maintenir les 25%. Alors, le droit de soumettre cette demande est une chose, mais le fait que ce soit octroyé en est une autre. Alors, la troisième hypothèse montre que, justement, en cas de perte, au Panama, ici, on a une perte de 400 000, c'est la supposition que j'ai faite ici, donc on a toujours notre brut qui dépasse 1,5 million. Donc on est toujours obligé de passer par cette étape de calcul. S'il était en dessous de 1,5 million, on ne passe pas par tout ce tralala, on applique 25% et ça s'arrête là. Tout ce tralala ici, en fait, ne se passe que quand on dépasse 1,5 million. Donc ici, dans notre hypothèse, on dépasse 1,5 million, on a une perte de 400 000, et là, comment se passe l'impôt? Puisqu'on n'a pas de base imposable, sur quoi est-ce qu'on va se baser? On va se baser, puisqu'ici, le cas hier se base sur le brut, donc on a quand même deux valeurs qui existent ici, qui sont le calcul du cas hier ici, qui ne changent pas en termes de taux de calcul. Donc ici, dans les trois cas, on a la même chose, puisqu'on a la même base ici, et on a le même taux ici. Donc ça, cette valeur-ci ne changera pas dans les trois cas. Par contre, ce qui change, c'est toujours le résultat, en fait, l'impôt présumé par rapport au bénéfice. Ici, il est très bas, ici, il est très haut, et ici,
Sur quoi on va se baser? Eh bien, on va se baser uniquement sur le brut, puisqu'il n'y a pas de chiffre positif. Alors, qu'est-ce que nous dit la règle panaméenne dans ce cas-là? Eh bien, on va être imposé à du 1,17%, qui est quoi? Qui est simplement le calcul qui se base sur le brut. Eh bien, même si on arrive à une situation de perte en fin d'année, il faudra payer 23 350. Pourquoi? Parce que c'est l'impôt présumé qu'on a défini ici sur base de notre brut là. Et quand vous voyez, donc les 23 000 ici, c'est exactement, donc si on refait le calcul ici, c'est exactement en termes de taux, ici je vais inverser, donc c'est ça par rapport au brut, ça va nous donner donc un pourcentage, on va mettre les pourcentages ici, on va enlever où c'est 23 000, allez, on a ces 23 000 ici sur base de notre brut, ça donne effectivement 1,7%. Voilà, donc là, ça confirme vraiment le taux du CAIR qui sera maintenu, même en cas de perte. Et ce taux du CAIR, ben, ça fera quoi comme impôt? Eh bien, c'est simple, ça fera ça, donc notre brut fois ce taux de CAIR qui nous donnera 23 350. Et encore une fois, ça recoupe exactement ce qu'on avait calculé ici, et c'est cette étape 2 parce qu'on dépasse 1,5 million de brut. Alors ça, c'est pour vous montrer les 3 cas de figure où vous êtes soit maintenu à 25%, soit imposé plus de 25%, soit imposé quand même en cas de perte. Et nous avons au Panama une possibilité d'obtenir un taux réduit, un taux d'IS réduit qui va de 7,5% à 22,5%. Et ça va donc sur plusieurs tranches, ça va sur 2, 4, 6 tranches. Alors, 7,5% s'applique jusqu'à un revenu donc imposable, donc c'est le bénéfice imposable, sur 11 000. 10% sur la tranche supérieure qui va jusqu'à 36 000, et puis 12,5% jusqu'à 90 000, 15% jusqu'à la tranche supérieure qui va jusqu'à 150 000, ensuite 20% qui va jusqu'à la tranche de 350 000 et 22,5% jusqu'à la tranche qui va jusqu'à un demi-million. Donc ici on parle donc de dollars, ça se passe au Panama, c'est en dollars. Le taux standard, à droite, vous voyez la comparaison, c'est un taux, un flat tax, un taux standard de 25%. Donc, si on est micro-entrepreneur, donc si on est plutôt dans le statut de micro-entreprise, eh bien, on peut bénéficier de 7,5 à 22,5%. Donc, et puis, au-delà d'un demi-million, on passe au taux normal de 25%. Alors, pour faire une petite comparaison de calcul, IS réduit par rapport au IS standard, donc on va prendre une supposition de un revenu imposable de 100 000 euros. Enfin, je mets 100 000 euros, mais en fait c'est 100 000 dollars. Voilà, on va un petit peu, voilà, 100 000 dollars. Le taux réduit commence à 7,5%, donc vous voyez ici la tranche d'imposition en rouge, donc on va payer 825 sur la première tranche, 2500 sur la deuxième tranche, 6750 sur la troisième tranche, et sur la tranche qui va jusque 100 000, puisqu'ici donc on est dans la tranche de jusque 150 000, donc nous ce qui nous intéresse c'est jusque 100 000, et ici donc on aurait un impôt de 9 000 jusqu'à 100 000. Alors tous ces impôts calculés ensemble font un total de 19 075 à payer. En comparaison avec le taux standard, qui serait donc 25% sur 100 000, eh bien ça ferait 25 000 d'impôts à payer. Donc ça c'est déjà une première estimation qui vous donne voilà, une petite réduction quand même, c'est à peu près 6 000 euros de réduction par rapport au taux normal, mais bien sûr ce serait beaucoup plus si c'était une autre tranche. Admettons que vous ayez un revenu imposable de 50 000 au lieu de 100 000, eh bien ce serait une beaucoup plus grande différence. Alors si on compare avec la France, donc on a nous notre base qui va jusque 100 000, donc on s'arrête ici à la tranche de 150 000, on a vu que c'était 19 075, 25 000 en taux normal, et en France, on l'a déjà vu dans d'autres exercices précédents, on aurait donc 15% sur la première tranche de 38 120, et ensuite 25% sur le restant jusqu'à 100 000, ça nous ferait un total de 21 188 à payer. Donc vous voyez qu'avec le régime de IS réduit au Panama, soit
on serait avec un bénéfice de 100 000 à payer 19 000 ou 25 000 ou 21 188 en France. Donc ici, en l'occurrence, ce serait plus intéressant en France que le taux standard au Panama. Ce serait déjà, c'est une bonne indication pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à se déplacer au Panama et faire voilà, leur business au Panama. Mais vous avez justement cette option qui serait quand même un peu plus réduite que la solution en France. Alors, vous avez également un régime spécial qui s'appelle le régime EMA. Ce régime s'adresse uniquement aux multinationales, donc il faut être vraiment un groupe sur plusieurs sociétés, et ça s'adresse vraiment aux gros portefeuilles. Je dis gros portefeuille parce qu'on parle quand même de plusieurs millions. Alors là, si on est dans ce régime EMA, qui s'adresse donc surtout dans l'industrie de manufacture et éventuellement aux services qui sont liés à cette industrie de manufacture. C'est-à-dire où vous êtes une société qui fait de la manufacture, donc vous faites des étiquettes, vous produisez, vous mettez en bouteille, vous mettez en boîte, vous emballez, etc. Ou vous faites justement ce service-là pour une société qui produit et vous faites le service d'étiquetage, éventuellement distribution, etc. Mais ça doit uniquement être dans la manufacture et le service éventuellement si vous n'êtes pas producteur et que vous êtes dans le service, il faut que ce soit lié à une société qui, elle, fait de la manufacture. Alors, qu'est-ce que le fisc panaméen offre? Eh bien, il offre un taux réduit qui va 0% pendant les 5 premières années, et ensuite ça passe à 5% pour toutes les années suivantes. Les dividendes sont totalement exonérés, c'est du 0%, et vous avez quand même une stabilité fiscale et juridique, c'est-à-dire que ces taux, 0, 5%, etc., et cette exonération de dividendes ne changent pas pendant au moins 10 ans à partir du moment où vous êtes éligible à ce régime fiscal EMA. Donc, quelles que soient les modifications fiscales qui viennent par la suite, eh bien, vous êtes toujours éligible de ces conditions dans lesquelles vous êtes entré au moment de l'obtention de votre licence, puisque c'est sujet aussi à une licence. Les exigences. Pour ça, je fais un tour rapide parce que c'est quand même quelque chose qui ne s'adresse pas à tout le monde, donc je le mentionne parce que ça existe au Panama, que les exigences, c'est que les actifs pas de la société qui est créée au Panama, mais de tout le groupe, doit être au moins de 750 millions de dollars. Donc, si vous êtes une société parmi 15 autres, eh bien, ça concerne vraiment les 16 sociétés ensemble. Et puis, il faut que le capital social de la société qui est donc éligible au Panama ait au moins un capital social de 2 millions d'euros. Mais ces 2 millions d'euros ne doivent pas être, déposés en banque, etc. Une attestation de trésorerie, même du service comptable de la compagnie, est tout à fait passable. Donc c'est accepté. Voilà, je vous montre ça en vitesse parce que voilà, vous pourriez, je pense que très très peu de gens, en fait c'est un système assez méconnu, le régime fiscal EMA, il a été mis en place fin 2020 et vraiment transposé dans la loi en février 2021, donc c'est tout récent. Et si vous êtes super millionnaire dans quelques temps et que vous vouliez faire une multinationale, vous savez que vous pouvez avoir du 0% les 5 premières années, au Panama et puis 5% toutes les années suivantes. Je vous remercie chaleureusement de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre série Les régimes fiscaux préférentiels.